Chers amis libraires, bonjour. Nous sommes ravis, Caroline Bokanowski et moi, de vous présenter la nouvelle rentrée littéraire des éditions des Équateurs. Rentrée littéraire exceptionnelle pour nous parce que c'est notre 18e rentrée littéraire. Et 18 ans, ça se fête, c'est l'âge de l'autonomie, de l'indépendance, de la liberté et des libertés au sens général. Je crois que c'est l'une des plus belles rentrées, voire la plus belle rentrée littéraire des Équateurs que nous n'ayons jamais faite. Il y a à la fois de l'actualité, il y a à la fois des choses dures, des choses fortes, il y a beaucoup d'amour, il y a aussi le monde réel, le monde présent dans tout ce qu'il peut représenter comme force, comme voyage au bout de la nuit pour un écrivain, et il y a aussi des voyages imaginaires et des voyages à l'autre bout du monde. Le premier livre qui sera marquant et qui pour moi a été un choc, ainsi que pour Caroline, c'est Convoyeur de la mort de Etty Mansour. Un livre qui parle des attentats qui ont ravagé Paris il y a quelques années, mais qui aussi sont une plongée absolument hallucinante. Un roman enquête et totalement poétique, c'est ça qui est sa force, parce que c'est une grande réflexion sur le langage, de Etty Mansour, donc, qui s'appelle Convoyeur de la mort, et qui est un livre qui étudie, en fin de compte, la radicalisation. Comment peut-on devenir un terroriste et un fanatique radical? Il y a aussi, toujours dans le monde contemporain, un livre magnifique de Yamia Red qui s'appelle Implosion. Yamia Red, c'est une poétesse, une écrivain libanaise, et à partir de l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, elle en fait un livre métaphorique sur l'explosion de notre monde, sur l'explosion de l'amour, sur l'explosion de la conjugalité. C'est un livre qui m'a fait beaucoup penser à Marguerite Duras, et là aussi, sa force nous a sidérés, et elle s'impose dans la rentrée littéraire. Et puis, il y a aussi un livre très différent, un livre musical, un livre sur le Japon, un livre qui nous emmène presque découvrir la philosophie shintoïste. C'est le livre de François Simon sur John Lennon et sur Yoko Ono. Et puis nous avons aussi une partie mémoire littéraire aux Équateurs. Nous avons publié le journal inédit de René Fallet. René Fallet, écrivain mythique des années 60 et 70, grand ami de Georges Brassens. Et puis la quintessence, en quelque sorte, des Équateurs, c'est la littérature, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous porte. Et je suis heureux aussi de pouvoir vous présenter l'un des livres les plus symboliques, me semble-t-il, de la rentrée littéraire des Équateurs. C'est un livre d'Antoine Compagnon, ça s'appelle « Les fins de la littérature » et c'est une réflexion, je dirais, proustienne sur ce qu'est la littérature aujourd'hui. Et puis, comme les terrasses sont libérées, comme la France se déconfine, il faut lever notre verre à la littérature, et nous finirons avec un peu de vin et avec notre vigneron préféré qui s'appelle Émile. Je vous souhaite une très très belle rentrée littéraire à toutes et à tous, de très très belles découvertes, des voyages magnifiques. Et tout de suite, je voudrais qu'on commence avec François Simon, avec ce livre sur Yoko Ono et sur John Lennon, qui est à la fois un roman d'amour et qui est aussi un récit de voyage, les deux se confondant un peu comme dans Lost in Translation, un film qui nous a tous et toutes épatés. J'aurais adoré que ce soit ça, ce livre. Mais en fait, j'étais parti comme vous sur une histoire qui m'était très chère, c'est une de mes idoles de mon enfance. Et en fait, au fur et à mesure que je grattais sur cette histoire-là, je suis tombé comme un chien qui est en train de gratter la terre sur un os. Et cet os, c'était moi. Moi, à travers John Lennon, à travers tout ce qu'il a fait, il m'a donné ma fierté, il m'a donné ma révolte, il m'a donné mon arrogance, mon insolence. Et j'ai pu remonter ainsi le fil de son histoire, notamment au Japon, où la mère de mes enfants est née, dans un village qui s'appelle Kaolizawa, à la montagne de Nagano. Et quand je m'ennuyais un peu pendant les vacances, chose qu'il fit également, j'ai découvert que John Lennon avait passé plus de 3 étés ici avant qu'il soit assassiné. Et à ce moment-là, je me suis aperçu qu'il ne s'était rien passé. Personne n'en parle. Et John et Yoko, après, ont appelé ça le silence de l'amour. Alors là, ça m'a totalement interpellé parce que je pensais qu'il avait une vie tellement sonore, bruyante, rageuse, que j'ai continué à chercher. Et cette histoire m'a tellement imprégné qu'un jour ou l'autre, je me suis dit, je vais la raconter parce qu'elle est jolie, elle est bien. Mais au fur et à mesure que j'avançais,
au fur et à mesure, j'étais en train d'être calé contre le mur. Et ce livre, c'est cette histoire d'un personnage qui essaye de retrouver un peu ce qu'était John Lennon au Japon. Et en fait, j'ai réalisé que John Lennon, avant qu'il disparaisse, avait totalement changé sa vie. Il n'enregistrait plus de disques, il allait en enregistrer un nouveau. Et il avait totalement intégré la culture japonaise au point quasiment d'habiter les interstices, d'être dans l'absence. Et une chanson comme Imagine, que je prenais pour une blouette pour adolescente, en fait était totalement l'expression d'un koan de la religion zen, c'est-à-dire essayer de créer un vide, une absence pour mieux revenir sur soi-même. Et plus j'avançais, plus je découvrais en fait cet univers incroyable. Cette chanson-là, en fait, avait une dimension phénoménale, puisqu'elle avait même une structure pentanomique avec cinq notes, comme faisait Debussy et Ravel à l'époque japonisante. Et en fait, cet univers-là est devenu tellement proche, tellement suffocant pour moi, que ce livre, qui était ce que vous décriviez au début, est devenu une sorte d'introspection et l'histoire une histoire d'amour incroyable que personne n'a véritablement saisi, pensant que Yoko Ono n'était juste que celle qui avait brisé les Beatles. En fait, c'est John Lennon qui a arrêté les Beatles, comme il l'avait créé. Et ce t-shirt un peu ironique, il dit que John a cassé le Fluxus, courant dans lequel Yoko Ono était inclus dans les années 60. En fait, c'est tout le résumé de ce livre qui parle d'un personnage qui s'en va au Japon, le Japon profond, découvrir quelque chose qu'il a toujours chamboulé, revenir sur soi-même. Notamment, à un moment donné, il dit « J'ai toujours été fasciné par ce que je ne comprenais pas tout à fait. Le sens des paroles de John Lennon, la femme japonaise et la neige. » Et ce livre, c'est ça. C'est un voyage au fond du Japon, sous la neige, avec John Lennon, les Beatles, Yoko Ono, et ce personnage qui va aller tout au nord du Japon pour finalement se rapprocher de lui-même. Bonjour à tous, je vais vous parler du livre d'Etty Mansour. Etty Mansour est le pseudonyme d'une poétesse et d'une romancière née en 1981 qui, le soir des attentats du 13 novembre, se trouve à Paris. Elle sort du cinéma, elle est enceinte de 8 mois et elle est rattrapée par le chaos et l'effroi qui vont frapper la ville. Sa première réaction, tout de suite, quand elle apprend les événements, c'est « qu'est-ce qu'on a fait ?» C'est quand même une interrogation étrange qui va ensuite la poursuivre. Elle va accoucher de sa fille quelques jours après les attentats et elle se pose une autre question puisqu'elle a donné la vie. Que reste-t-il de plus intime en nous quand la vie et la mort se sont livrées bataille? Et cette interrogation ensuite ne va plus la quitter et elle va entreprendre cette quête surtout quand Salah Abdeslam est arrêté plusieurs mois après les attentats, juste avant les attentats de Bruxelles, et qu'il va choisir de se retrancher dans le silence. Je vais vous lire un extrait, on est au tout début, donc quand elle est dans la ville et que les attentats commencent à résonner en elle. « Pourquoi n'as-tu rien vu venir? Pourquoi ta ville a-t-elle polarisé la haine? Des hommes de mon âge veulent tuer jusqu'au point final du massacre, leur propre disparition. Voilà ce à quoi je ne comprends rien. Ce n'est pas uniquement un sentiment d'effroi ni de sidération. Je ne comprends rien de ces hommes européens de ma génération, shootés à la mort, qui s'acharnent sur nos vies. » À partir de là, elle va aller enquêter auprès des proches de Salah Abdeslam. Elle va rencontrer notamment celle que personne n'a approchée, sa fiancée Nour, qui a été fiancée donc à Salah Abdeslam pendant une dizaine d'années, qui a fermé sa porte aux journalistes, qui a été harcelée, qui a accepté de lui parler. Elle va rencontrer des éducateurs, elle va rencontrer des amis, des personnes proches de l'enquête, des juges, des journalistes. Et tout ça pour composer ce livre phénoménal, pour essayer de rendre compte de la fabrique du terroriste, de la fabrique de l'assassin.
Tout ça, elle va le retracer avec aussi une résonance assez forte en elle, puisque c'est un auteur qui a été marqué par la violence de sa propre mère, qui vivait dans un état de dépression et était violente avec ses enfants. Et son père lui avait dit, si tu veux comprendre la violence de ta mère, essaye de mettre des mots. Tout ce livre est une histoire de mettre des mots, de nous emmener, d'appréhender cette vérité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes ont été tués par ces terroristes? Et qui sont ces terroristes? Elle explore l'entourage. Évidemment, Salah Abdeslam était proche d'Amina Baoud, qui a été tuée. Son frère Brahim s'est fait sauter au comptoir Voltaire. On a toutes ces trajectoires, tous ces fils, comment s'est passée leur rencontre, qu'est-ce qui les a conduits ensuite à cette fameuse nuit du 13 novembre. Mais ce qui est important dans ce livre, c'est pas seulement une enquête, c'est là que la littérature peut vraiment amener aussi quelque chose en plus, parce que surtout avec cette langue de poétesse qui est la langue des Timansour, qui vit par ailleurs au confluent de plusieurs courants culturels, soit le catholicisme ou la judaïté, et également le monde musulman. Je vais vous lire un autre extrait. Donc son projet, c'est vraiment de remonter le fil de la vie de Salah Abdeslam, de comprendre ce qui a été fondateur, destructeur, et d'y mettre des mots. Et elle a une amie qu'on retrouve dans ce livre qui a un peu sa bonne conscience, un peu son Jiminy Cricket, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans ?» Le fantasme d'approcher un monstre, me lance mon amie Monia, provocante au téléphone. Absolument pas. Et je ne le rangerai pas dans la catégorie des monstres en éteignant la lumière derrière moi. C'est trop facile. Mais sur quelle planète vis-tu? Des êtres humains, et j'aimerais que ça le reste. J'ai besoin de savoir ce qui nous a séparés. Pourquoi? Parce que je ne m'y fais pas. Et c'est ça qui nous embarque dans ce livre, parce que justement, on ne s'y fait pas. Et c'est là que l'auteur, la littérature, nous apporte des réponses dans ce grand roman vérité qui s'appelle Convoyeur de la mort. Nous allons maintenant accueillir l'écrivaine libanaise Yam Yared, dont c'est le 6e roman, Implosion, qui paraîtra à la rentrée. Implosion démarre le 4 août, le jour de l'explosion du port de Beyrouth. Ce livre est né le 4 août 2020. Un couple est en thérapie. La déflagration a lieu sur le port de Beyrouth et ils sont jetés à terre avec la thérapeute, tous les trois sous la table. Inversement de rôle. Les patients deviennent des thérapeutes puisqu'ils prennent la thérapeute dans leurs bras, qui était elle aussi comme tout le monde terrorisée. Et donc l'action se passe là, à cet endroit-là. C'est un couple déjà en difficulté depuis 1 an en amont de la déflagration, depuis la révolution d'octobre, puis la crise économique, puis les soucis du quotidien, puis la pandémie, avec évidemment le confinement sévère que nous avons aussi eu au Liban. Voilà. Donc comment est-ce que ce couple se cherche et se remet ensemble dans un tel contexte? Implosion, pourquoi? Parce que d'abord implosion au pluriel et non pas au singulier, puisque les implosions sont multiples, variées. Il y a d'abord l'implosion du couple, donc de l'intime, donc du rapport à l'autre, donc du rapport au désir. Elle-même, la narratrice, est aussi écrivaine, donc le rapport aussi par rapport à la littérature, au désir d'écrire. S'il n'y a plus de désir de l'autre, il n'y a pas le désir de soi, et donc le désir d'écriture aussi qui est menacé. Donc dans cette précarité-là, déjà il y a des implosions. Ensuite il y a l'implosion du port de Beyrouth qui, même s'il a explosé, finalement il a implosé puisqu'il s'est invité dans les maisons et en ravagé une grande partie de Beyrouth. Il a implosé dans les foyers et non pas explosé. Et puis il y a l'implosion finale et magistrale qui est l'implosion de ce pays qui est en déliquescence, qui est en perte d'identité, qui implose communautairement, économiquement, politiquement et qui se cherche en permanence et qui est en instance. Voilà, nous attendons l'implosion finale. Dans cette attente-là, comment fait-on pour réinventer l'intime?
qu'est-ce qu'une femme contemporaine? Une femme contemporaine, c'est une femme qui aspire à rester libre. Parce qu'être libre est facile, encore faut-il le rester. Et donc, quand nous avons des obligations en tant que femme, obligations d'épouse, d'amante, obligation d'amante, non, mais le désir d'être avec l'autre, d'avoir un quotidien à gérer, d'avoir des enfants, puisque la maternité, c'est une grâce extraordinaire, mais c'est aussi des devoirs et des obligations qui font que toutes ces choses superposées en deviennent une sorte enfin, c'est chronophage. Donc comment fait-on aussi, quand on est une femme contemporaine, et donc ce qui est le cas de ma narratrice, écrivaine aussi, comment fait-on pour osciller entre cette sédentarité extrême et le nomadisme auquel nous assigne la littérature? Et donc l'exil aussi, puisque la littérature, c'est un besoin permanent de temps parallèle au temps réel. Or, aucune famille ne fonctionne avec un temps parallèle. Donc comment est-ce que cette mère se débrouille pour écrire, gérer ses enfants, s'occuper être avec l'autre qui est son compagnon, son mari, le père de ses enfants? Donc comment fait-on pour faire se rejoindre toutes ces facettes d'une femme qui est, à mon avis, enfin une femme contemporaine est une femme qui a réussi finalement à joindre toutes les facettes d'elle-même qu'elle a choisi de développer à un moment donné dans sa vie. Alors, tragique et drôle. Vous savez, l'humour fait partie de la culture libanaise. Depuis la Révolution, avec la crise économique, même après le 4 août, en fait, l'humour est inversement proportionnel à la tragédie. Plus c'est tragique et plus il y a d'humour. Et les anecdotes qui ont circulé. Et en fait, c'est un instinct de survie. Je préfère la survie au mot résilience et l'humour à tout, puisque l'humour nous permet voilà, quelque part, l'humour est un instinct d'amour qui continue de s'exprimer. C'est un peu c'est un indice d'un amour de la vie malgré tout. Et donc, il est important pour moi, il était important de le retranscrire dans ce livre, puisque ma narratrice aussi, qui est en perte de désir d'écrire, doit chercher et retrouver cet amour, ce plaisir de l'écriture quand autour tout s'écroule. Donc c'était important pour moi. L'humour, je crois que l'humour est aussi un outil littéraire qu'il était important pour moi d'utiliser, surtout dans le cadre de ce livre. Et donc forcément, je ne vous cacherai pas que le titre que j'ai choisi, Implosion, a failli aussi s'appeler Les Labradors ne meurent pas le 4 août, puisque à un moment donné, la thérapeute s'en va avec ses chiens, puisque le Liban n'est pas une vie pour ses chiens. Et du coup, la narratrice se retrouve, en plus de ses problèmes de couple, avec une plaie d'abandon. Donc voilà, et finalement, on en rit, parce que voilà, elle en rit, parce qu'elle aussi pense à l'exil et n'y arrive pas, alors que les Labradors, eux, ont réussi à migrer. Vous connaissez toutes et tous Antoine Compagnon. Il est l'auteur d'un best-seller, Un été avec Montaigne, mais c'est aussi un romancier magnifique qui avait commencé dans la littérature avec un livre qui s'appelait Ferragosto. C'est un écrivain complet et c'est aussi l'un des plus mythiques professeurs du Collège de France, l'un des plus mythiques et l'un des plus stars, le Mick Jagger du Collège de France, puisque ses cours étaient courus absolument par tout le monde, au point que les gens faisaient la queue sur le trottoir. Là, nous présentons un livre qui résume, je dirais, toute l'œuvre d'Antoine Compagnon et qui est son ultime cours au Collège de France, sa dernière leçon. C'est un livre absolument bouleversant parce que c'est une méditation profonde sur toute la vie littéraire, sur l'histoire de l'art et sur la notion de fin et de mort. Qu'est-ce qu'une fin en littérature ? Qu'est-ce que ça représente une limite ? C'est quoi la limite de l'âge quand justement on va quitter le Collège de France et qu'on va prendre sa retraite ? Pourquoi, en lisant tout simplement La vie de Rancé de Chateaubriand, Antoine Compagnon a été bouleversé par ce livre d'une mélancolie poignante et il a décidé de faire une réflexion sur à quel moment un artiste, un écrivain est-il le plus génial ? Est-ce que c'est au moment de sa prime jeunesse ou au contraire c'est au moment du crépuscule de sa vie ? Qu'est-ce que la littérature, si ce n'est qu'une interrogation permanente sur la mélancolie, mais à travers la peinture? Par exemple, Poussin, à partir de 40 ans, avait un tremblement de la main. A-t-il bien fait de continuer de dessiner? Et Degas,
A-t-il bien fait aussi de prolonger son œuvre après 70 ans? Et un peintre comme Manet aurait-il dû arrêter de peindre à l'âge de 30 ans? Et le Titien, encore plus. Et Hokusai, qui disait qu'il commençait à maîtriser son art à partir de l'âge de 103 ans. Ce livre, c'est une promenade, c'est une digression, c'est une panoplie, une sorte de recherche à la littérature perdue, à ce qui nous tient au cœur et au corps, c'est-à-dire l'or du temps. Ce livre, c'est la quintessence de l'œuvre d'Antoine Compagnon. C'est peut-être son livre le plus beau, c'est son chant du cygne, et c'est une métaphore aussi sur la place de la vieillesse dans nos sociétés. Que faisons-nous de nos personnes âgées? Que faisons-nous de nos vieux écrivains? Que faisons-nous tout simplement de la littérature du temps passé, de celle qui nous ouvre aujourd'hui vers l'imaginaire et de celle que parfois on néglige pour se tourner vers des plaisirs beaucoup plus virtuels. Si vous aimez la littérature, si vous aimez la peinture, si vous aimez la musique, en vous demandant ce qu'est un artiste, partez dans cette odyssée magnifique qui sont les fins de la littérature d'Antoine Compagnon et qui est l'un des livres phares de cette rentrée littéraire et qui éclairera paradoxalement la rentrée romanesque. Parce que la question que nous devons tous nous poser, c'est à quoi sert un roman en 2021 ? Si vous ne connaissez pas le nom de René Fallet, vous connaissez au moins certains titres de ses livres ou certains titres de ses films, comme Le Beaujolais nouveau est arrivé, comme Les Pas perdus, comme Le Triporteur, ou comme un livre absolument magnifique qui est Mozart assassiné. René Fallet, c'est un personnage des années 60, 70, 80, un écrivain populaire et un écrivain totalement anarchiste. René Fallet, c'est un homme qui est né dans la banlieue parisienne. Son père était cheminot, très engagé au Parti communiste, et son père est mort quand il avait 15 ans, renversé par un camion. De ce deuil, eh bien, il en a conçu une œuvre en quelque sorte de liberté, d'anarchie et de réparation. René Fallet, c'est un écrivain populaire, c'est un écrivain du Paris de Robert Doisneau, c'est un écrivain des cafés, ces cafés qui nous ont tant manqué, ces cafés où l'on parlait, où l'on discutait, où l'on échangeait, ces cafés où toutes les catégories sociales de la population pouvaient se retrouver. Ce journal, c'est sans doute l'un des documents littéraires les plus intéressants des dernières décennies. Pourquoi ? Il couvre les années 1962-1981. On voit un écrivain drôle, amusant, anarchiste parce que amoureux de Georges Brassens, qui est son grand ami. On y voit des amours, on y voit un Paris qui est le Paris idéal, qui est menacé. On y voit un homme qui est lecteur de Maupassant, qui est lecteur du journal de Léoto, un homme de l'aphorisme, un homme de l'humour, un moraliste et en même temps un critique du Canard enchaîné. On y voit des comédiens, des acteurs, une amitié magnifique avec Jean-Louis Trintignant, et on y voit un homme amoureux de sa femme, Agathe Fallet. Agathe Fallet qui présente les notes littéraires de son journal, et l'introduction sera signée par un de nos jeunes écrivains, un jeune écrivain des Équateurs, Philibert Humm, qui avait fait le tour de la France par 2 enfants avec Pierre Adrian. C'est pour montrer l'importance de René Fallet, qui est un écrivain qui avait fait les belles heures d'apostrophe et qui aujourd'hui va justement séduire une jeune génération de lecteurs avides de connaître la vie littéraire des années 60, des années 70 et des années 80, mais surtout avides d'amitié, de flânerie, de parties de pêche dans le bourreau de Bonnet et de magnifiques déambulations dans ce Paris populaire qui était encore celui des années 70 et 80 avant que la ville soit entièrement vitrifiée. Lisez René Fallet, vous rirez, vous irez à la pêche, vous irez à la chasse et vous irez surtout à la chasse d'une chose précieuse qui est la beauté et la poésie des mots, comme dans un poème exactement de Prévert. Alors pour conclure sur une note fruitée et boisée, alors ça c'est selon les goûts, je vais vous présenter le livre d'Émile Codins, autrement dit Émile le Vigneron, c'est ainsi qu'il s'est fait connaître sur le réseau TikTok. Émile est un jeune vigneron de 23 ans qui travaille dans le domaine
et fils dans la Loire. Et il s'est peu à peu rendu compte ce qu'il aimait dans le vin, c'était de partager à la fois ses conseils, de faire goûter. Donc il nous livre en cette rentrée un petit livre qui raconte son parcours, hein, celui d'un jeune à peu près comme les autres, qui ne sait pas très bien ce qu'il veut faire de sa vie et qui va croiser la route du vin en quelque sorte et rentrer comme d'abord tout jeune stagiaire dans une entreprise où il va un peu gravir les échelons dans un vignoble et il va devenir second de chai. Et pendant le confinement, il s'ennuyait quand même un petit peu, tout était à l'arrêt, les visiteurs ne venaient plus au château, il y avait toujours évidemment la production du vin, mais ça a été très restreint. Donc il a décidé de donner ses conseils et de partager son amour du vin sur TikTok. Et dans ce livre, il raconte ça, il raconte comment on fait du vin, très concrètement. Il raconte comment il est venu au vin grâce à son grand-père, qui est une figure une figure à la René Fallet, justement, extrêmement bonhomme, bon vivant, et qui l'a beaucoup inspiré. Et il va nous donner aussi tous ces trucs et astuces pour pouvoir à la fois découvrir le vin, ne pas le mettre sur un piédestal, mais l'utiliser très concrètement, le partager avec ses amis. Et ça s'appelle « Le vin, ça se partage ». Merci beaucoup d'avoir été présent pour cette présentation de la 18e rentrée littéraire des Équateurs, comme Olivier vous l'a annoncé tout à l'heure. Tous les livres dont nous vous avons parlé sont sur épreuve. Vous pouvez nous les demander ou les demander évidemment à la diffusion. Je rappelle que nous sommes diffusés par Humensis. Et nous vous souhaitons dans l'intervalle évidemment un très très bel été, de belles lectures. Et nous sommes à votre disposition pour toute question. Au revoir.